C'est né de l'audace. Un pari qui aurait pu mettre Boeing sur la paille. Le PDG de Pan Am est entré au siège avec une demande impossible. Construis-moi un avion capable d'emmener 400 personnes à travers l'Atlantique, sans escale. Sauf qu'un avion pareil n'existait pas. Boeing devait développer de nouvelles technologies à une échelle jamais vue, construire la plus grande usine du monde rien que pour l'assembler et miser tout l'avenir de l'entreprise sur une intuition que les gens voulaient vraiment voler comme ça. Boeing a dit oui. Aujourd'hui, 1574 de ces avions ont été construits. Ils ont transporté, selon les estimations, entre 6 et 7 milliards de passagers. Ils ont volé pour des compagnies aériennes sur 6 continents. Ce géant à 4 réacteurs n'a pas seulement relevé le défi impossible de Pan Am, il est devenu le symbole de notre façon de traverser les océans. Voici l'histoire d'une entreprise à haut risque. D'un pari quitte ou double à l'avion qui a remodelé le commerce mondial, voilà comment Boeing a construit le jet qui a tout changé. Remonte en 1965. Voyager en avion n'a rien à voir avec aujourd'hui. Prendre l'avion, c'était cher. Réservé à une élite. Un billet transatlantique coûtait l'équivalent de plusieurs mois de salaire pour un travailleur moyen. Les aéroports étaient petits. Les avions aussi. Le Boeing 707 avait révolutionné le transport aérien à réaction à la fin des années 50, mais même lui n'emportait qu'environ 140 passagers. Les routes long courrier imposaient plusieurs escales pour ravitailler en carburant. Pour aller de New York jusqu'à Tokyo, il fallait se poser en Alaska. Londres-Sydney prenait 3 jours avec des nuits en escale. Les compagnies aériennes avaient besoin de plus grand. La demande augmentait plus vite qu'elles ne pouvaient ajouter des vols. Les aéroports étaient saturés. Mais personne n'avait encore trouvé comment construire des avions plus gros sans les rendre impossiblement lourds, dangereusement inefficaces, ou les deux. Puis Juan Trippe est arrivé dans l'histoire. Trippe dirigeait Pan Am, avec une vision qui semblait complètement folle, démocratiser l'avion. Le rendre accessible aux familles normales, à la classe moyenne. Faire en sorte que ce soit suffisamment abordable pour qu'un prof de l'Ohio puisse s'offrir Paris. Mais pour ça, il fallait un avion qui n'existait pas. Quelque chose capable d'embarquer 2 fois plus de passagers qu'un 707, tout en restant rentable. Trippe est allé voir Boeing avec son idée. La réponse allait définir les 50 années suivantes de l'aviation. Mais avant, il fallait résoudre des problèmes que personne n'avait jamais su résoudre. La première solution de Boeing est venue d'un endroit inattendu, un contrat militaire perdu. En 1964, Boeing s'était battu pour un marché qui finira par devenir le programme Lockheed C-5 Galaxy, l'énorme avion de transport militaire de l'US Air Force. Leur concept avait un fuselage à double pont et des ailes hautes. Mais ils ont perdu face à Lockheed. La plupart des boîtes auraient rangé tout ça au placard, puis seraient passées à autre chose. Boeing, lui, a vu une opportunité. Lorsque Juan Trippe est arrivé avec sa demande impossible, Boeing avait déjà des ingénieurs qui maîtrisaient la conception des très gros porteurs. Ils avaient des données de soufflerie, des concepts de structure. La défaite face au C-5 est devenue la base du 747. Sauf que Trippe ne voulait pas d'un transport militaire. Il voulait un avion de ligne. Et il avait des exigences très précises. Environ 400 passagers. Assez d'autonomie pour traverser l'Atlantique sans escale. Mais Boeing développait aussi son avion supersonique, le 2707, en concurrence avec Concorde et le TU-144. Le coup de génie de ce design ? Charger le fret par le nez. Le souci ? Impossible de charger par le nez si le cockpit bloque le passage. Alors, Boeing a déplacé le cockpit à l'étage. C'est comme ça qu'est née la fameuse bosse du 747. Au début, la bosse ne s'étirait que sur une seule section, juste assez pour le cockpit et un petit lounge en première. Cette bosse est devenue la signature du 747. Tu peux le reconnaître sous n'importe quel angle, partout dans le monde.
ce qui n'était au départ qu'une solution pratique à un problème de chargement est devenu la solution la plus iconique de toute l'histoire de l'aviation. Le 747 n'était pas censé être révolutionnaire. Il devait juste être pratique. Et pourtant, en cours de route, quelque chose a changé. En 1966, Boeing s'est engagé dans le programme 747. L'entreprise s'est lourdement endettée pour financer le développement. Nous parlons ici d'un pari à qui tout double pour toute la boîte. Tout a commencé par la construction du plus grand bâtiment au monde, Everett, dans l'état de Washington. Le hall d'assemblage principal couvre 40 hectares sous un seul toit pour un volume de plus de 13 millions de mètres cubes. On pourrait y faire rentrer Disneyland. Mais le plus dingue, c'est qu'ils construisaient l'usine alors que le design de l'avion n'était même pas finalisé. Les ouvriers montaient la chaîne d'assemblage pendant que les ingénieurs dessinaient encore l'appareil. Les portes sont si énormes que les ouvrir change la pression de l'air à l'intérieur. Ce n'était pas une planification industrielle normale. Boeing avait promis à Pan Am une livraison pour 1969. Joe Sutter dirigeait l'équipe d'ingénierie. Son groupe a été surnommé les Incroyables à cause de ce qu'ils tentaient. Ces ingénieurs bossaient jour et nuit, littéralement, des rotations sur 24 heures, à dormir sur leur bureau. La pression était écrasante. L'usine d'Everett, c'était le moment où Boeing a tout mis sur la table. Des dizaines de millions de dollars ont été engloutis dans des infrastructures pour un avion qui n'existait encore que sur le papier. Si le 747 se plantait, cette usine deviendrait le monument le plus cher à l'orgueil de toute l'histoire industrielle. Mais heureusement pour Boeing, ça ne s'est pas planté. L'usine d'Everett allait produire non seulement le 747, mais aussi les 767, 777 et 787. Elle accueillera aussi une ligne d'assemblage du 737 MAX. L'usine reste le plus grand bâtiment au monde en volume. Tout ça parce que Boeing a tout misé sur un avion qui n'existait pas encore. Enlève le marketing, les livrets, les marques des compagnies, et voilà ce qu'il reste, un avion qui a représenté l'un des défis d'ingénierie les plus complets de toute l'histoire de l'aviation commerciale. Le 747 n'a pas été révolutionnaire grâce à une seule percée. Il l'a été parce que tout a changé d'un coup. Commençons par le fuselage. Comment fabriquer un tube assez large pour faire voler environ 400 personnes ? Il fallait un fuselage de près de 20 pieds de diamètre. Du jamais vu. Une configuration à double couloir, 3 sièges de chaque côté avec 2 allées au milieu. Rendre un cylindre aussi énorme efficace sur le plan aérodynamique, ça a obligé à repenser toute la structure. Boeing a utilisé des alliages d'aluminium avancés avec des panneaux de revêtement plus épais placés aux bons endroits pour encaisser les contraintes. Chaque rivet compte, parce qu'au décollage, ce monstre pèse 3/4 de millions de livres. Les ailes, elles aussi, sont un exploit d'ingénierie. Flèche de 37,5 degrés avec des dispositifs hyper sustentateurs complexes, bec de bord d'attaque et volet de bord de fuite à triple fente. Grâce à ça, le 747 peut décoller et atterrir à des vitesses raisonnables malgré son poids. Les versions classiques ont une envergure de 195 pieds. Le 747-400 monte à 211 pieds avec des extensions d'ailes. Le 747-8, lui, atteint 224 pieds. Mais le vrai génie, c'est la structure. Le caisson de voiture, le composant structurel principal, est un assemblage gigantesque de revêtements, longerons et nervures qui traversent toute la largeur du fuselage. Personne n'avait tenté une telle échelle avant. Le stockage du carburant est devenu un autre cauchemar. Les ailes contiennent plusieurs réservoirs interconnectés avec une tuyauterie complexe. En vol, il faut transférer le carburant entre les réservoirs pour garder un centre de gravité correct. Et puis, il y a eu les moteurs. Rien n'existait pour propulser une bête pareille. Le 747 avait besoin de 4 moteurs, chacun dépassant 40 000 livres de poussée. Pratt & Whitney a développé le JT9D spécialement pour ce programme. C'était un turboréacteur double flux à fort taux de dilution, plus silencieux et plus puissant que tout ce qui l'avait précédé. Le train d'atterrissage devait répartir 735 000 livres sur 18 roues.
4 bogies de train principal avec 4 roues chacun, plus un train avant à 2 roues. Le train de fuselage dispose d'une capacité de braquage pour réduire le rayon de virage. Résultat, le 747 peut tourner serré sur des voies de circulation prévues pour des avions plus petits. Chaque système du 747 a été repensé. 4 systèmes hydrauliques indépendants, 3 réseaux électriques, des systèmes pneumatiques pour la pressurisation et la climatisation. Et tout devait fonctionner parfaitement à 38 000 pieds à 570 miles par heure. Le 747 n'a pas juste été construit plus grand, il a été construit plus intelligent. « 9 février 1969. Everett, Washington. Le pilote d'essai Jack Waddell a poussé les manettes des gaz sur le tout premier prototype du 747. L'avion s'est ébranlé sur la piste. 90 nœuds. 100. 120. Le nez s'est levé. Et puis, contre toute attente, cette énorme machine s'est arrachée du sol. Le 747 volait. Mais prouver qu'il était sûr pour transporter des passagers, ça, c'était une toute autre bataille. Boeing a lancé l'un des programmes d'essai les plus éprouvants de l'histoire de l'aviation. Ils ont testé les ailes jusqu'à la rupture. Les ingénieurs ont appliqué des charges de plus en plus fortes jusqu'à ce que les ailes se plient vers le haut à des angles extrêmes. Elles ont fini par céder à 150% de la charge limite de conception, exactement comme prévu. Cette marge de sécurité, nous la retrouvons ensuite dans chaque vol. Mais l'un des essais a failli tourner à la catastrophe. Lors d'un test de roulage à grande vitesse, le train avant s'est mis à vibrer violemment. C'est un phénomène qu'on appelle chimie. Les ingénieurs ont dû repenser entièrement le mécanisme de direction du train avant pour supprimer ces oscillations. Puis sont venus les essais de flutter. Le flutter, c'est une instabilité aérodynamique capable de littéralement déchirer un avion. À haute vitesse, les ailes peuvent entrer dans une oscillation violente si la structure n'est pas correctement amortie. Les ailes gigantesques du 747 y inquiétaient. Les ingénieurs ont installé des accéléromètres partout sur la cellule et ont volé sur toute l'enveloppe de vitesse en surveillant la moindre vibration dangereuse. L'avion a réussi, de justesse. Les premiers vols d'essai ont aussi révélé des soucis au niveau de la structure de la dérive. De petites oscillations qui ont imposé des modifications. Boeing a renforcé la dérive verticale et revu la façon dont l'empennage horizontal se fixe. Malgré les galères, Boeing est globalement resté dans les temps. En décembre 1969, la FAA a délivré au 747 son certificat de type. 15 mois entre le premier vol et la certification. Pour l'époque, du jamais vu pour un engin aussi complexe. Mais le vrai pari, lui, ne faisait que commencer. « 22 janvier 1970. Le vol Pan Am 747 a quitté le JFK de New York à destination de Londres Heathrow. Premier vol commercial en 747. L'ère du jet venait de passer en mode jumbo. C'était un vrai show médiatique. Des journalistes entassés sur le pont supérieur. Le champagne coulait à flot. Juan Trippe lui-même était à bord, en train de célébrer sa vision. Quelques semaines plus tôt, la première dame Pat Nixon avait baptisé l'avion avec la traditionnelle bouteille de champagne. Pan Am était le client de lancement, mais loin d'être le seul. TWA, Lufthansa, Japan Airlines et la BOAC ont tous suivi avec des commandes. Et là, la réalité a frappé. Fort. Les premiers moteurs JT9D étaient capricieux. Des soucis de fiabilité ont pourri les premiers mois. Les compagnies enchaînaient les retards. Les changements de moteur sont devenus monnaie courante. Pratt & Whitney s'est démené pour corriger le tir. Ces moteurs n'étaient tout simplement pas prêts pour le service commercial. Les équipes au sol n'étaient pas prêtes non plus. Le 747 exigeait du matériel spécialisé. Les passerelles existantes étaient trop courtes. Il a fallu moderniser les camions citernes parce que les réservoirs du 747 contenaient 3 fois ce qu'emportait un 707. Les systèmes de traitement bagages n'arrivaient pas à suivre le volume.
Les aéroports ont dû adapter leur infrastructure dans l'urgence. Mais le vrai problème, c'était l'économie. Les compagnies ont commandé le 747 en pariant sur une explosion de la demande passager. Ça n'est pas arrivé. Le début des années 70 a apporté des ralentissements économiques. Le prix du carburant a flambé. Et les compagnies n'arrivaient pas à remplir les sièges. Les taux de remplissage se sont effondrés. Les vols tournaient à perte énorme. Pan Am, le plus grand défenseur du 747, a commencé à perdre de l'argent à la chaîne. D'autres transporteurs ont réduit leurs commandes. L'action Boeing s'est écroulée. L'entreprise a frôlé la faillite. Mais la vision cargo de Boeing a tout sauvé. Cette porte cargo dans le nez n'était pas juste un plan B, c'est devenu une bouée de sauvetage. Les compagnies ont compris qu'elles pouvaient exploiter des configurations mixtes, passagers devant, fret derrière, ou faire des vols tout cargo. La capacité fret du 747 permettait de générer des revenus même quand la demande passager était molle. En 1972, le 747 a commencé à faire ses preuves. La fiabilité des moteurs s'est améliorée. La demande passager est repartie. Les compagnies ont appris à remplir ces 400 sièges en baissant les tarifs, en ouvrant les lignes et en rendant l'avion accessible à beaucoup plus de monde. Le 747 a démocratisé le voyage aérien. Les billets en classe éco à travers l'Atlantique sont tombés à des prix que des familles de la classe moyenne pouvaient se payer. Le tourisme a explosé. Les liens du business international se sont multipliés. Au milieu des années 70, le 747 ne faisait pas juste que survivre. Il dominait. Un avion, c'est un produit. Une famille d'avions, c'est une stratégie. Boeing ne s'est pas arrêté au 747-100 original. Ils ont réitéré, amélioré et élargi la gamme. Le 747-200, le bourreau de travail. Le 747-200 fait ses débuts en 1971. Des moteurs plus puissants, plus d'autonomie, une augmentation de la capacité carburant. Cette version allait plus loin et emportait plus. Les compagnies aériennes l'adoraient. Il est devenu l'épine dorsale des flottes long courriers pendant les années 70 et 80. Le 747-200 existait en plusieurs configurations. Passagers, cargo et combi, un hybride avec des passagers à l'avant et du fret à l'arrière. La polyvalence est devenue la signature du 747. Le 747 SP, performance spéciale. Le 747 SP apparaît en 1976. Une version raccourcie, pensée pour l'ultra long courrier avec moins de passagers. Le fuselage était plus court de 48 pieds, ce qui réduisait le poids et la traînée. Il pouvait relier New York à Tokyo sans escale. Des compagnies comme Pan Am et South African Airways ont utilisé le SP pour ouvrir de nouvelles lignes en contournant les hubs d'escale traditionnels. Mais il ne s'est jamais vendu en grande quantité. Seulement 45 exemplaires construits. Un produit de niche pour un marché de niche. Le 747-300, pont supérieur allongé. Le 747-300 arrive en 1983. Le pont supérieur est allongé, créant plus d'espace pour les passagers. Cette bosse mythique s'étirait désormais assez loin pour accueillir des sièges supplémentaires ou des cabines premium. Le 747-300 pouvait emporter jusqu'à 550 passagers en configuration haute densité. Swissair a été le client de lancement. Le pont supérieur allongé est ensuite devenu la norme sur toutes les versions suivantes. Le 747-400, le tournant. Introduit en 1989, le 747-400 marque un bond technologique. Cockpit tout écran, avionique numérique. Exploitation à 2 pilotes, plus besoin d'ingénieurs de vol. Des winglets en bout d'aile, réduisant la traînée et améliorant l'efficacité. Des moteurs plus puissants. Plus d'autonomie. Le 747-400 pouvait parcourir plus de 7200 miles nautiques sans escale. Londres-Sydney devenait envisageable avec un seul arrêt ravitaillement. Dans les années 90, les compagnies ont remplacé leurs 747-200 vieillissants par des 747-400. Cette version est devenue la 747 la plus vendue. 694 livrets. Elle a dominé le long courrier pendant 2 décennies. C'est le 747 dont la plupart des gens se souviennent, celui qui a relié le monde au pic de la mondialisation. Le 747-8, le dernier chapitre.
Le 747-8 a été la dernière tentative de Boeing pour garder la reine dans le coup. Lancée en 2005, la version cargo entre en service en 2011, suivie de la version passager en 2012. Nouveau moteur General Electric GEnx, plus silencieux, plus efficient, plus puissant. Fuselage allongé, matériaux avancés, aérodynamique améliorée. Il est devenu le plus long avion de ligne en service. Mais les compagnies n'étaient pas intéressées. Les gros porteurs biréacteurs comme le 777 et la 350 offraient une capacité comparable avec une meilleure consommation. Seulement 155 exemplaires construits. La plupart étaient des cargos. La version passager, le 747-8 Intercontinental, a trouvé peu d'acheteurs. Lufthansa, Korean Air et Air China en ont été les principaux opérateurs. Le 747-8 était impressionnant sur le plan technologique, mais commercialement arrivé trop tard. Le marché était déjà passé à autre chose. Le 747 n'évoluait pas dans une bulle. Des concurrents ont tenté de détrôner la reine. Certains sont passés tout près, mais aucun n'y est arrivé. Les triréacteurs. Le McDonnell Douglas DC-10 et le Lockheed Mi-11 TriStar sont apparus au début des années 70. Deux gros porteurs. Deux avions capables d'embarquer plus de 300 passagers. Mais c'était des triréacteurs. 3 moteurs au lieu de 4. Un peu plus petits, un peu moins performants. Les compagnies les ont choisis pour des lignes moins demandées. Mais sur les longs courriers à forte capacité, le 747 est resté la reine. Le DC-10 et le L-1011 se sont livrés une guerre qui a failli les anéantir. Lockheed a même quitté complètement l'aviation commerciale après le programme TriStar. McDonnell Douglas, lui, a survécu de justesse. Le défi Airbus. Airbus est arrivé avec l'A300 puis l'A310 en misant sur l'efficacité des bimoteurs. Mais au départ, Airbus visait surtout le marché de capacité intermédiaire en évitant l'affrontement direct avec le 747. Stratégie maligne, ça lui a permis de s'installer avant de s'attaquer à la domination de Boeing. Puis est venu l'Airbus A340. 4 moteurs. Long rayon d'action, conçu spécialement pour concurrencer le 747-400 sur les liaisons ultra long courrier. Ça n'a pas pris. L'A340 était moins efficient, emportait moins de passagers et ne pouvait pas rivaliser avec la capacité cargo du 747. Les compagnies ont préféré le 777, un bimoteur offrant une autonomie comparable avec des coûts d'exploitation plus bas. Airbus a fini par arrêter l'A340 après des années de ventes décevantes. L'A380, l'attaque frontale. L'Airbus A380 a été l'attaque directe contre le trône du 747. Entré en service en 2007, l'A380 était plus grand. 555 passagers en configuration standard jusqu'à 853 en tout écho. Un double pont sur toute la longueur du fuselage. 4 moteurs. Le plus grand avion de ligne jamais construit. Certaines compagnies, comme Emirates, l'ont adopté à fond. L'A380 offrait un confort et une capacité sans équivalent. Mais commercialement, ça a tourné au fiasco. Les coûts de développement ont explosé. La production était inefficace. Et les compagnies ont compris qu'elles n'avaient pas besoin d'avions de 550 sièges. Ce qu'elles avaient besoin, c'était de la flexibilité. Des gros porteurs bimoteurs comme le 777 et l'A350 pouvaient couvrir plus de lignes, plus souvent, pour moins cher. Airbus a arrêté la production de l'A380 en 2021 après n'avoir construit que 251 appareils. Le 747 a survécu à celui qui devait le remplacer. Le vrai remplaçant. Voilà l'ironie. Le Boeing 777 est devenu le vrai remplaçant du 747. Lancé en 1995, le 777 apportait l'efficacité d'un bimoteur, une grande autonomie et une capacité de plus de 300 passagers. Sur le plan économique, c'était imparable.
Le 777 n'a pas vraiment affronté le 747 de face. Il a surtout remplacé le besoin de l'avoir. Dans les années 2000, les quadrimoteurs devenaient obsolètes. L'efficacité carburant comptait plus que la capacité. Les règles ETOPS ont permis aux bimoteurs d'opérer des routes auparavant réservées aux avions à 3 ou 4 moteurs. Le marché a basculé. L'ère du 747 touchait à sa fin. Mais son impact, lui, commençait seulement à être pleinement mesuré. Le 747 ne s'est pas contenté de desservir des lignes, il les a carrément créées. Avant le 747, les longs courriers imposaient des escales. New York-Tokyo, c'était ravitaillement en Alaska. Londres-Sydney, plusieurs arrêts obligés. Les compagnies fonctionnaient en hub and spoke, réseau en étoile, parce que les avions ne pouvaient pas aller assez loin avec assez de passagers. Les billets coûtaient cher et il fallait des vols d'alimentation pour remplir les gros trajets au départ des hubs. Le 747 a changé l'équation. D'un coup, les compagnies pouvaient traverser les océans en direct. La capacité passager et l'efficacité carburant se retrouvaient enfin alignées. Des routes économiquement impossibles devenaient viables. Pan Am, ascension et chute. Pan Am a bâti son empire sur le 747. Les liaisons transatlantiques et transpacifiques se sont multipliées. Pan Am s'est positionné comme la compagnie mondiale, reliant les continents avec des 747 quotidiens. Sa stratégie était audacieuse. Envoyer le 747 vers des villes secondaires qui ne pouvaient pas, jusque-là, soutenir du gros porteur. Portland, Seattle et San Diego se sont retrouvés avec des 747 directs vers Tokyo et Hong Kong. Mais l'expansion agressive de Pan Am a fini par la tuer. La compagnie s'est surexposée. Des concurrents comme United et Delta ont cassé les prix. La situation financière de Pan Am s'est dégradée tout au long des années 80. En 1991, Pan Am s'est effondré. L'ironie du sort, la compagnie qui a lancé le 747 a été en partie détruite par les guerres de capacité que cet avion a rendu possible. British Airways, la domination d'Heathrow. British Airways s'est servi du 747 pour dominer Heathrow. À son apogée, BA exploitait plus de 50 747, la plus grosse flotte d'Europe. Londres est devenu un hub aérien mondial en partie parce que BA pouvait remplir autant de jumbo jour après jour. Japon, le laboratoire domestique. Japan Airlines et All Nippon Airways ont exploité d'énormes flottes de 747 sur des lignes intérieures à très forte densité. Tokyo-Osaka, Tokyo-Sapporo. Des vols courts avec plus de 500 passagers rassemblés dans un seul avion. Ce n'est qu'au Japon que ça avait du sens. Densité de population très élevée. Des voyageurs d'affaires qui ne prendraient ni la voiture ni le train. Les compagnies avaient besoin d'un maximum de capacité sur des trajets courts. Le 747 était donc parfait. JAL a opéré plus de 80 747 à son pic, l'une des plus grandes flottes au monde. Des départs de Tokyo toutes les heures. Sur les lignes domestiques japonaises, le 747 imprimait littéralement de l'argent. La connexion du Moyen-Orient. Des compagnies du Moyen-Orient comme Saudi Arabian Airlines ont utilisé des 747 pour relier le Golfe à l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord. Qantas, pionnière de l'ultra long courrier. Qantas a été pionnière de l'ultra long courrier avec le 747. La Kangaroo Route de Sydney à Londres est devenue mythique. Les premiers vols nécessitaient encore des escales à Bahreïn, Singapour ou Bangkok. Mais à mesure que les versions du 747 progressaient, des segments sans escale devenaient possibles. Le 747-400 a finalement permis Sydney-Los Angeles sans escale. Un marathon de 13 heures qui a redéfini le long courrier. Les équipages de Qantas ont développé un vrai savoir-faire en opération ultra long courrier. Le repos de l'équipage est devenu crucial. Les protocoles de gestion de la fatigue des pilotes ont été pionniers sur les vols Qantas en 747. Le point commun, partout, le 747 ne s'est pas contenté de servir des marchés. Il les a créés. Montez à bord. Vous entrez par une porte sur le côté gauche. La cabine s'étire vers l'avant et l'arrière, comme si elle n'en finissait jamais. 2 allées. Des rangées de sièges en configuration 3-4-3 en écho.
Des coffres à bagages au-dessus, le ronron de la clim, une légère odeur de kérosène et d'air recyclé. Mais le 747, ce n'est pas juste une cabine de plus, c'est une expérience. Le mystère du pont supérieur. Cet escalier vers le pont supérieur. Le monter, ça donne tout de suite une impression de privilège. Là-haut, vous trouverez les passagers de première, les voyageurs d'affaires qui bossent, mais surtout les fortunés qui sirotent du champagne à 38 000 pieds. Sur les premiers 747, il y avait même un lounge sur le pont supérieur. Des bars, des fauteuils pivotants, des espaces où les passagers pouvaient se retrouver en plein vol. Pan Am vendait ça comme l'expérience de vol la plus luxueuse jamais créée. Puis, à mesure que les compagnies ont cherché à maximiser les revenus, les lounges ont disparu. Les espaces sociaux ont été remplacés par plus de sièges. Mais le pont supérieur a gardé son aura. La vue depuis le cockpit. Les pilotes adorent le cockpit du 747. Perché très haut au-dessus du fuselage, le point de vue est incomparable. La courbure de la Terre à l'altitude de croisière. Les levées de soleil depuis le cockpit sont devenus légendaires. Les premiers 747 demandaient 3 membres d'équipage. Le commandant de bord, le copilote et le mécanicien navigant. Le mécanicien navigant était assis de côté derrière le pilote à gérer les systèmes. Des centaines d'interrupteurs, de cadrans et d'indicateurs recouvraient son panneau. Le 747-400 a supprimé le mécanicien navigant. Les écrans de cockpit tout numériques ont remplacé les instruments analogiques. 2 pilotes pouvaient tout gérer. Un vol tout en douceur. Ce grondement des moteurs. Surtout sur les anciennes versions avec les JT-9D. Grave, puissant. Lors du décollage, vous le sentez dans la poitrine. Tout l'avion vibre quand les pilotes poussent les manettes de gaz. Mais une fois en l'air, le 747 est étonnamment doux. Ses ailes gigantesques avalent la turbulence. Sa taille amortit les mouvements. Les passagers disent souvent à quel point ça paraît stable, comparé avec des avions plus petits. Poser un géant. L'atterrissage d'un 747, c'est un show. Le nez s'abaisse. L'avion paraît immense en approche, presque irréel. Le train principal touche d'abord 18 roues qui encaissent plus de 600 000 livres. Puis le train avant se pose tout en douceur. La poussée inverse rugit. Les moteurs hurlent quand les inverseurs de poussée renvoient le flux vers l'avant pour freiner l'avion. Les freins rougissent. La décélération est franche, mais parfaitement maîtrisée. Pour ceux qui savent, voler en 747, ça veut dire quelque chose. C'est l'histoire. C'est un héritage. C'est la reine. Les vols passagers ont le glamour. Le fret, lui, paie les factures. Encore aujourd'hui, le 747 règne sur le cargo aérien comme aucun autre avion. Cette porte cargo vers le nez, ce n'est pas un détail. C'est du génie. Tu ouvres le nez, tu le bascules vers le haut, puis tu fais entrer des chariots élévateurs directement dans le fuselage. Les palettes se chargent bout à bout. 0 place perdue. Le pont principal d'un 747 cargo embarque plus de 30 palettes. Ça fait du volume. Électronique, médicaments, pièces auto, fleurs fraîches du Kenya, fruits de mer de Norvège, tout ce qui doit vite traverser l'océan. Les géants du cargo. UPS exploite l'une des plus grandes flottes de 747-8F parmi les compagnies cargo. Il lui faut de la vitesse. La livraison de nuit entre l'Asie et l'Amérique du Nord exige des avions capables d'emporter des charges énormes sans escale. Le 747 a été fait exactement pour ça. Cargo Lux, le spécialiste luxembourgeois du fret, aligne une grosse flotte de 747 cargo. Il fait circuler des marchandises entre continents tous les jours, de l'Europe vers l'Asie, de l'Asie vers l'Amérique du Nord. Le 747 rend possible les chaînes d'approvisionnement mondiales en juste à temps. Cathay Pacific Cargo, Korean Air Cargo, Nippon Cargo Airlines. Les compagnies asiatiques dominent les opérations cargo en 747. Hong Kong, Séoul et Tokyo sont devenus des méga hubs du fret. Le 747 a rendu ça possible. Le marché des conversions. Des 747 passagers convertis ont inondé le marché du fret. Les compagnies retirent leurs 747 passagers, puis les transforment en cargo.
Certaines entreprises se sont même spécialisées dans ces conversions. On enlève les sièges, on renforce le plancher et on installe des porte-cargos. Un 747 passagers devient un cargo en quelques mois. À l'heure actuelle, des centaines de 747 cargos sont encore en service. Ils sont plus vieux, moins efficaces, mais ils transportent toujours une part hallucinante du fret aérien mondial. La chaîne logistique de l'iPhone d'Apple, portée par des 747 cargos, des composants d'Asie vers les usines d'assemblage, puis vers les centres de distribution mondiaux. Le 747, c'est l'épine dorsale invisible. Le 747 n'a pas juste transporté des gens et du fret, il a remodelé des industries entières. Tourisme, révolution totale. Le tourisme a explosé grâce au 747. Avant lui, voyager à l'international, c'était réservé à une minorité. Billets hors de prix, peu de place, seuls les plus riches partaient souvent à l'étranger. Le 747 a transformé le tourisme en marché grand public. Billets moins chers, plus de lignes, des familles de classe moyenne ont pu, du jour au lendemain, s'offrir des vacances en Europe. Le tourisme en Asie a décollé. La Méditerranée est devenue accessible. Les îles des Caraïbes ont prospéré. Des économies entières se sont construites sur un tourisme rendu possible par le 747. La Thaïlande, la Grèce, l'Espagne. Leurs secteurs touristiques ont explosé dans les années 80 et 90, directement liés à l'augmentation des capacités aériennes. Chaîne d'approvisionnement mondiale. Les chaînes d'approvisionnement mondiales dépendent du 747. L'industrie moderne tourne sur la logistique en flux tendu. Pièces fabriquées à Taïwan, assemblées au Mexique, livrées à des clients en Allemagne. Le tout en quelques jours. Le 747 cargo a rendu ça possible. Les marchandises à forte valeur partent par avion plutôt que par bateau. La vitesse est devenue un avantage concurrentiel. Électronique, pharmaceutique, pièces automobiles, mode. Tout repose sur les réseaux de fret du 747. Puissance stratégique. Les gouvernements utilisent aussi des 747 pour des missions stratégiques. Air Force One, l'avion du président américain, est un 747-200 modifié. 2 appareils sont en service, designés VC-25A. Ce sont de véritables centres de commandement volants, capables de se ravitailler en vol et de fonctionner comme une maison blanche mobile. Ils embarquent des communications sécurisées, des contre-mesures défensives et des systèmes d'autonomie qui permettent au président de gouverner depuis 38 000 pieds en pleine crise. Le Japon a utilisé des 747 comme avions gouvernementaux jusqu'en 2019, remplacés ensuite par des 777-300ER. En Corée du Sud, le 747 présidentiel, surnommé Code One, a été introduit vers 2010. À bord, salle de réunion, communication sécurisée et aménagement haut de gamme. Usage militaire. Le E-4B, surnommé Nightwatch, est un 747 modifié en poste de commandement aéroporté pour la guerre nucléaire. Il peut survivre à une impulsion électromagnétique et fonctionner en autonomie pendant plusieurs jours. 4 E-4B ont été construits dans les années 70. Ils restent en alerte permanente. Même la NASA a utilisé un 747, le Shuttle Carrier Aircraft, un 747 modifié qui transportait la navette spatiale sur son dos. Les images iconiques de la navette perchée sur un 747 sont devenues des symboles de la réussite aérospatiale américaine, au point d'avoir même un set Lego. Le salut de Boeing. Boeing lui-même a été sauvé par le 747. L'entreprise a failli s'effondrer pendant le développement. Mais le succès du 747 a installé Boeing comme le leader des gros porteurs pendant des décennies. L'usine d'Everett, construite pour le 747, reste le plus grand bâtiment au monde par volume. C'est là que Boeing assemble le 777, le 787 et maintenant le 777X. Bientôt le 737 MAX. Tout ça grâce au 747. Des centaines de milliers d'emplois, des chaînes de sous-traitance entières, une expertise d'ingénierie aérospatiale. Le 747 a créé tout un écosystème industriel qui continue encore aujourd'hui de faire tourner l'économie américaine.
on fait une pause et on parle de tout ce que cet avion a accompli d'incroyable. Le record absolu de passagers. Le 747 détient le record Guinness du plus grand nombre de passagers transportés sur un seul vol. Pendant l'opération Salomon, en 1991, un 747 d'El Al a évacué 1088 juifs éthiopiens d'Addis Abeba vers Tel Aviv, dont 2 bébés nés pendant le vol. Histoire de survie. Le 747 peut voler avec 3 moteurs, voire même avec 2 en cas d'urgence. Lors d'un incident en 1985, le vol China Airlines 006, vol effectué sur un 747 SP, a subi une panne moteur et de violentes turbulences au-dessus du Pacifique. L'avion est parti en piqué. Le commandant a repris le contrôle et s'est posé sans encombre. Tous les moteurs étaient endommagés, mais la cellule a tenu. Taille et capacité. Les ailes du 747 sont tellement immenses que, si tu les alignais bout à bout, elles couvriraient presque un acre. La surface à l'air est de 5500 pieds carrés. La capacité de carburant est dingue. Le 747-100 d'origine embarquait environ 48 000 gallons. Le 747-400 dépasse les 57 000 gallons et le 747-8 peut aller jusqu'à 64 000 gallons. La cabine principale est si grande que tu pourrais y garer plusieurs bus. Longueur 184 pieds, largeur 20 pieds, hauteur 8 pieds. Cargaison improbable. Les 747 ont transporté de tout. Des chevaux, des éléphants, des yachts, des satellites, même des éléments de la Station spatiale internationale. Une fois, un 747 a convoyé une locomotive entière d'Australie vers la Chine. Ambition militaire. Le 747 fait partie des rares avions commerciaux à avoir eu une version militaire. Le YAL-1 était un système expérimental d'armes laser aéroportées. Boeing a modifié un 747-400 avec un laser dans le nez conçu pour abattre des missiles balistiques. Le programme a fini par être annulé, mais l'ambition était folle. Évolution des moteurs. Avec 1574 appareils construits et 4 moteurs chacun, plus de 6000 moteurs ont été montés sur des 747 pendant la production, sans compter les pièces de rechange et les remplacements. Pratt & Whitney, General Electric, Rolls-Royce, tous en compétition pour propulser la reine. Accélération après le Covid. Le rythme de retrait des 747 a explosé après le Covid-19. Les compagnies ont immobilisé des flottes entières. Beaucoup ne revoleront jamais. Les cimetières d'avions en Californie et en Arizona sont maintenant remplis de 747 à la retraite. Mais certains refusent de mourir. Les opérateurs cargo les font encore voler tous les jours. Le dernier Boeing 747 est sorti de la chaîne d'assemblage le 6 décembre 2022 avec une dernière livraison en janvier 2023. Immatriculation N863GT, un 747-8F destiné à Atlas Air. Les employés se sont rassemblés. Une cérémonie a marqué l'instant. Drapeau, discours, nostalgie. 54 ans de production, 1574 appareils construits. Une époque s'est refermée. Mais pourquoi ça s'est arrêté ? L'économie, la consommation de carburant, la technologie. Les biréacteurs modernes comme le Boeing 777X et l'Airbus A350 offrent une portée et une capacité comparables avec une bien meilleure efficacité énergétique. Les compagnies ne peuvent plus justifier 4 moteurs lorsque 2 font le boulot pour moins cher. Les règles ETOPS ont évolué. Au départ, un biréacteur ne pouvait pas s'éloigner à plus de 60 minutes de l'aéroport le plus proche au-dessus de l'eau. Trop de risques, surtout en cas de panne moteur au milieu de l'océan. Sauf que la fiabilité des moteurs a progressé. ETOPS 180 a permis des déroutements de 3 heures, puis ETOPS 330. Aujourd'hui, ETOPS 370. Les biréacteurs peuvent couvrir pratiquement n'importe laquelle des routes commerciales sur Terre. Le besoin d'avions quadrimoteurs a tout simplement disparu. Fin de carrière côté passagers. Les 747 passagers ont disparu les premiers. British Airways a retiré son dernier 747 en 2020. Qantas aussi. United Airlines en 2017. Delta en 2018. Japan Airlines en 2011. Il ne reste qu'une poignée de compagnies à faire voler des 747-8 passagers. Lufthansa, Korean Air et Air China, entre autres.
Lufthansa pour ses lignes vitrines, Korean Air pour le long courrier et des vols domestiques très chargés. Mais les commandes de 777X, le remplaçant biréacteur le plus proche du 747, montrent que la fin approche. Les jours du 747 comme avion de ligne sont comptés. L'avenir en cargo. En cargo, c'est différent. Les opérateurs fret apprécient toujours la capacité du 747 et son chargement par le nez. Atlas Air, UPS, Cargolux et Kalita Air feront voler des 747 cargos pendant encore des décennies. Mais alors, c'est quoi l'après ? Les cargos convertis et ceux déjà construits garderont certains 747 en l'air jusque dans les années 2030, peut-être 2040. On convertit encore des 747 passagers plus anciens. La demande tient, pour l'instant. Des pièces de musée. Le Museum of Flight à Seattle a un prototype de 747. Le National Air and Space Museum en a un aussi. Enfin, une section de nez. Plusieurs 747 pourraient devenir des hôtels ou des restaurants aviation. Des entrepreneurs achètent des avions retraités, les installent au sol, puis les transforment en hébergement insolite ou en resto à thème. La plupart des 747 finiront dans des cimetières d'avions, démontés pour les pièces. L'aluminium recyclé, les moteurs revendus à d'autres opérateurs. La réalité de la retraite en aviation. Reverra-t-on un autre 747 ? Non. Boeing ne prévoit aucun successeur. Le marché n'existe plus. Les gros porteurs biréacteurs dominent. L'A380 n'a pas tenu ses promesses. Le 747 est le dernier de son espèce. Mais ça n'enlève rien à ce qu'il a accompli. Chaque avion finit par décliner. Même les programmes les plus réussis finissent par vieillir lorsque de nouvelles technologies arrivent. Mais le 747, c'est différent. Il n'a pas juste disparu. Il a défini une époque. Ce qui a été remplacé. Regarde ce que le 747 a remplacé et ce qui a remplacé le 747. Le 707 et le DC-8 étaient les premiers avions de l'ère du jet. Le 747 leur a survécu. D'un coup, les monocouloirs ne faisaient plus le poids face au 747. L'ère des 4 moteurs s'est terminée net. Les versions passagers de l'A340 et du 747-400 ont quitté le service des compagnies, mis à part 2-3 opérateurs sur des marchés de niche. Et l'A380 comme le 747-8i n'ont jamais vraiment décollé. Le 777, puis plus tard, le 787 et l'A350 ont acté la mort des quadriréacteurs sur les lignes passagers. La certification ETOPS a si fortement progressé que les bimoteurs peuvent aller partout et l'économie penche largement pour 2 moteurs plutôt que 4. Ce que le 747 a prouvé. L'héritage ne se résume pas à l'efficacité, c'est ce que le 747 a rendu possible. Il a prouvé que des avions géants pouvaient être rentables. Il a prouvé qu'on pouvait démocratiser le voyage aérien. Il a prouvé que les chaînes logistiques mondiales pouvaient compter sur le fret aérien. Mais surtout, il a prouvé que l'audace, ça paye. Boeing a failli faire faillite en construisant le 747. Mais ce pari a payé. Durant 50 ans, le 747 a rapporté de l'argent, du prestige et un leadership technologique. Le risque a été rentabilisé 1000 fois. Icône culturelle. Le 747 a dépassé l'aviation. Il est devenu un symbole. Les films mettent en scène des 747. Air Force One en 1997, Die Hard 2 en 1990, Executive Decision en 1996. Le 747, c'est la puissance, le prestige et la portée mondiale. Les marques utilisent le 747 en pub. Sa silhouette est reconnaissable instantanément. Même ceux qui ne sont pas fans d'aviation savent ce qu'est un 747. Les spotters se retrouvent dans les aéroports pour photographier des 747. Certaines livrées sont devenues légendaires. La livrée Landor de British Airways, le globe bleu de Pan Am, le kangourou volant de Qantas. Toutes sur 747. Le 747 n'est pas juste un avion, c'est un phénomène. La reine des cieux. Longue vie à son règne dans nos mémoires.